Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle revue de presse au titre aujourd'hui distribution de sachets d'eau au collège de Mgombani. Crise de l'eau en Chia-Bamana adresse une lettre au préfet de Mayotte, annonce de la dispense de paiement des factures d'eau par la première ministre, augmentation des prix des carburants et pour finir, édition 2023 du Salon de l'étudiant et de l'apprenti de Mayotte. Deux semaines après l'arrivée des sapeurs-sauveteurs des formations militaires de la sécurité civile, l'eau potable prélevée dans la rivière de Coconi à Ouangani a été distribuée ce lundi 2 octobre aux élèves du collège de Mgombani. Les travaux de raccordement du collège au chemin de l'eau ont entraîné une déclaration de non-potabilité par précaution de la part de l'ARS Mayotte. Ainsi, 1450 sachets d'eau potable ont été distribués aux élèves. Les mesures de vigilance ont été levées plus tard dans la matinée. Des contrôles réguliers sont effectués par la sécurité civile sur le site pour s'assurer de la conformité sanitaire de l'eau produite. L'ARS réalise également des analyses complémentaires pour renforcer ce suivi quotidien. En Chia-Bamana a rédigé une lettre au préfet de Mayotte, Thierry Suquet, afin de demander l'arrêt de la distribution d'eau en sachets plastiques au profit d'une distribution d'eau en bouteille pour tous les élèves à Mayotte, les sachets d'eau ne fournissant pas les informations réglementaires nécessaires. Cette demande intervient dans un contexte de coupure d'eau fréquente et d'eau non potable sur l'île. En tant que parent d'élèves, en Chia-Bamana exprime de vives inquiétudes quant à la qualité de l'eau distribuée à tous les élèves de Mayotte. Après l'avoir goûtée, elle a remarqué une saveur, je cite, étrange et inappropriée, ce qui l'a amené à remettre en question le respect des normes de potabilité en termes de goût, d'odeur, de couleur et de transparence. Elle demande avec insistance à l'État de cesser la distribution de cette eau produite par la sécurité civile et de la remplacer par de l'eau en bouteille en quantité de 2 litres par jour et par élève afin de préserver leur santé et leur bien-être. Elle exprime également son indignation face à l'utilisation d'une telle approche expérimentale pour gérer la crise de l'eau dans un département français. Par ailleurs, en Chia-Bamana souligne l'urgence d'utiliser les fonds alloués à Mayotte suite à la crise sociale de 2018 pour régler cette situation critique. Dans une annonce faite ce jeudi 5 octobre lors d'un comité interministériel, la première ministre a déclaré que les abonnés au service d'eau seront dispensés de paiement pour les factures des mois de septembre à décembre 2023. Cette décision intervient en raison de la détérioration significative du service d'eau dans la région, entraînant des difficultés d'approvisionnement en eau potable. Afin de répondre aux besoins de la population, les livraisons plus importantes de bouteilles d'eau seront acheminées depuis La Réunion et l'Hexagone. Actuellement, la distribution d'eau est limitée aux personnes vulnérables, soit à environ 51 000 personnes, mais l'objectif est d'étendre progressivement cette aide à un plus large public d'ici mi-novembre. Des renforts logistiques seront déployés avec l'arrivée de 300 militaires et civils à Mayotte. De plus, 50 assistants d'éducation supplémentaires seront recrutés pour assurer la distribution d'eau dans les écoles, tandis que 30 personnels soignants viendront renforcer les effectifs du centre hospitalier de Mamoudzou. Un dispositif d'aide aux entreprises impactées par les pénuries d'eau sera également mis en place courant novembre. Les prix des carburants continuent leur escalade à Mayotte. Depuis le 1er octobre, le prix de l'essence s'est établi à 1,95 € le litre, en hausse de 5 centimes par rapport au mois précédent. De plus, le gazole a également connu une augmentation atteignant 1,70 € par litre, soit une hausse de 6 centimes, tout comme le gazole marin à 1,30 € par litre. On observe également des augmentations pour le pétrole lampant qui est maintenant à 1,28 € par litre et le mélange détaxé à 1,41 € par litre.
Cette flambée des prix est directement liée à la hausse des cours mondiaux en raison de la baisse de la production mondiale par les pays producteurs. La préfecture de Mayotte a également noté une augmentation de 22% du cours moyen du butane, entraînant une hausse de 1,50 € pour la bouteille de gaz de 12 kg qui se vend désormais à 25 €. Le salon de l'étudiant et de l'apprenti de Mayotte organisé par l'AEJM et ses partenaires se tiendra du 16 au 20 octobre 2023. Cet événement itinérant offre aux jeunes une occasion unique de découvrir les différentes structures, métiers et formations disponibles. Des sessions de speed dating et des cafés-débats seront organisés entre professionnels, jeunes et parents lors de celui-ci. De plus, chaque étape se terminera avec des mini-concerts et des séances photos animées par des artistes locaux. D'ailleurs, les exposants sont invités à se manifester et à s'inscrire à l'événement en utilisant le lien du formulaire ci-dessous. Cette semaine, nous parlerons de la sortie d'un livre écrit par Domino Sali Toaibou, un jeune de Chikoni. Le livre s'intitule L'étrange et les esprits de Bilambou. Pour le résumer, depuis que Darkawi s'est lancé dans une quête d'informations sur la mystérieuse disparition de son père, une série d'événements étranges ébranle le quartier nouvellement construit de Bilambou à Chikoni. Des découvertes macabres ont sémé la terreur, laissant entrevoir la présence de forces maléfiques. Néanmoins, Darkawi reste déterminé à mener son enquête jusqu'au bout, bravant les êtres de l'ombre afin de faire éclater la vérité sur son père. Je vous laisse apprécier ces quelques images. Mais ici, à travers ce livre, en fait, il y a une reconnaissance tout de suite. Le père a reconnu son fils, et puis tout de suite, il y a eu un lien. Est-ce qu'on peut s'en passer de son fils comme ça, dans la vie, ou même dans les esprits? C'est vrai que c'est un aspect du roman, en fait, que quand on a un peu ce qu'on appelle la filiation, parce que même c'est dans ce qu'on appelle les objectifs de la charia, c'est un sujet particulier. Il y a le fait toujours de la reconnaissance charnelle, du sang, voilà, cette attirance, en tout cas cette quête voilà, pour la reconnaissance, ou en tout cas les retrouvailles. Il se trouve que quelqu'un qui est découpé, voilà, il ne peut pas se construire, il ne peut pas avancer dans la vie. Donc ça, on le ressent à travers le livre, parce que le jeune qui est là, qui est décrit là, c'est qu'il n'arrête pas de questionner sa mère, parce que c'est le seul lien direct qu'il a et qui croit pouvoir accéder à son père à travers les questionnements. Même sa mère lui dit « moi je ne peux pas ». Donc il l'envoie, et là ça fait un parcours initiatique qui au final justement va aboutir à la découverte, voilà, à la rencontre avec le père. Donc c'est sûr que sans ce cheminement-là, sans cette quête et à la fin le retrouvaille, il n'y a pas d'histoire du tout. Donc l'histoire n'existe pas. Donc pour moi, c'est quand même le noyau fondamental, essentiel du livre. Donc c'est vraiment ce cheminement. Moi, quand je lisais le livre, j'avais cette impression qu'il m'emmenait au fait. En fait, j'ai l'impression carrément que quelqu'un me tenait presque le nez, en fait. Il m'emmenait comme ça à travers d'un sentier où je découvre en même temps des choses que moi-même je me perds dans l'histoire. Ça m'a surpris moi-même. C'est rare que je lise des livres que je sois perdu complètement, même que ce soit le film Matrix quand on est plus jeune. Mais là, j'étais vraiment dans le livre où moi-même, j'étais perdu. Et je lui ai même posé des questions. Attends, est-ce que tu peux m'expliquer tes choses? Parce qu'à un moment donné, j'étais décrit, il m'a dit, c'est après, il y a du suspense. Donc, c'est après que c'est là, on se rend compte, ah oui, d'accord, ok, c'est la honte. Donc, ce qui fait que le cheminement vers le paternel, en fait, c'est un mystère. C'est un mystère. Et le titre, d'ailleurs, quand il dit l'étrange, là, on a tout est étrange dans ce livre-là, en fait. Donc, bien sûr. Tout mouvement est étrange, toute discussion est étrange et aussi énigmatique. Donc, voilà, c'est cette quête même, il y a une énigme, voilà. Donc, mais on sait qu'à la fin, il y a les retrouvailles, même si ça reste étrange quand même. Jusqu'à la fin, on est encore dans une retrouvaille étrange. Alors, Dominus, je reviens vers vous autour de cette question mystérieuse, d'ailleurs. Cette question mystérieuse qui résidait dans l'ombre. Et dans l'ombre, notre très cher Darkawi retrouvait le schéma. Il y avait tellement une zone peut-être connue, il y avait une histoire de repérage aussi qui a été effectuée avant d'aller à cette découverte mystérieuse de cet étrange. Oui, c'est donc Abou qu'il est allé voir, et c'est lui qui lui donne les pistes. Et il y va avec un cousin à lui, parce que le livre c'est une histoire de famille et d'amitié. Donc il part avec son cousin, ils prennent un chemin et ils vont interroger d'autres personnes
Et là, c'est une autre génération qui ressort dans l'histoire. Et plus il avance, il découvre d'autres personnages qui sont plus grands, qui savent plus de choses à raconter. L'expérience de la vie. Oui, et des expériences de la vie. Et l'histoire se base sur les différents personnages, générations confondues, des années 90 jusqu'à 2000. Alors, l'épuisement, on allait même aller quand même trop loin peut-être à travers ce livre, on allait même puiser nos pensées. Il y a aussi une passion d'aller découvrir ce qui est caché, peut-être même dans les puits peut-être, et les faire ressortir, rejaillir aussi à la surface pour essayer d'apporter la raison peut-être à ce jeune Darkaoui. Oui, il les trouvera les raisons, mais comment il va les trouver? Comment? De quelle manière? C'est là le cheminement qui va amener à... Qu'est-ce qu'il va remuer? Qu'est-ce qui est important de voir et de laisser pour arriver justement à ce point final? Je voulais rajouter un petit truc. Oui, allez-y. Oui, par rapport à ça, parce que je disais tout à l'heure de parcours initiatique, c'est effectivement, il y a deux univers ou deux mondes parallèles dans le livre. À côté du monde de l'esprit, en tout cas tout ce qui est de l'ombre, nous avons fait deux générations qui se confrontent. Il y a la génération des jeunes enfants, où on voit vraiment le monde des jeunes, et c'est là où l'identification, je l'ai senti profond en tout cas, c'est que je me retrouvais dans les actions des jeunes, Darkaoui et toute sa bande, tout ça. Et ce qu'ils faisaient, c'est ce que moi j'ai fait quand j'étais jeune. Voilà, les petits voulets à côté de la mer, des choses comme ça. Et après, il fallait rendre compte aux aînés. Et là, par exemple, le chioni, c'est symbolique, par exemple, où les bêtises qu'on fait, bon, il y a des punitions. Il y a des punitions, les bêtises qu'on fait chez les parents, pareil. Il y a des punitions aussi. Donc, il y a notre monde à nous, et il y a le monde des adultes. Et au milieu, il y a une sorte de passerelles qui se créent et qui font que c'est nécessaire de parler, même si, bon, on a notre monde, ils ont leur monde, mais il y a ces deux éléments-là. Du coup, la rencontre des jeunes avec la bande des adultes, parfois comme ça, du coup, ça permet tout, avec le temps, de la maturité de ces jeunes-là, au fait. Au fur et à mesure, en fait, ils deviennent plus connaisseurs. Bon, je vous remercie, comme disait notre président, tous ceux qui ont pris la parole. Je remercie la mairie qui a accueilli, parce que nous sommes dans la commune de Chiconi, donc chez les Chiconiens, donc leur chef, leur magistrat supérieur, c'est Monsieur le maire. Monsieur le maire, bonjour, je vous dis bonjour et merci encore pour cet accueil. Par la suite, je remercie aussi la direction de la bibliothèque qui nous accueille dans leur maison ici, puisque la bibliothèque c'est un sanctuaire de la connaissance, voilà. Merci de nous accueillir dans ce lieu précieux pour nous et pour notre jeunesse, nos enfants, parce que c'est ici qu'ils apprennent. Comme il disait notre ami, Ikra Seli, c'est ici qu'ils ont la lecture ici. Merci encore, madame la directrice. L'association Rescan Kalam aussi, qui a accepté de travailler en partenariat avec la maison d'édition Elisa Maure pour nous accompagner à réaliser tout ce que vous voyez aujourd'hui. La présence, que ce soit de l'animation, que ce soit aussi la logistique aussi qui nous ont permis avec bien sûr la bibliothèque de mettre en place l'événement. C'est très important pour nous parce que si nous sommes accompagnés par les institutions locales, ça veut dire que c'est un avantage, c'est une chance pour nous de savoir que nous ne sommes pas seuls pour évoluer ensemble dans la réalisation et la perpétuation de nos cultures, de cette littérature en particulier qu'on nomme la littérature fantastique aujourd'hui que nous avons à mettre à l'honneur. Je remercie également toutes les personnes qui sont ici. Bien sûr, ce n'est pas une liste pour dire qu'il y a action avant ou après, mais c'est vraiment parce que tout le monde mérite effectivement des remerciements. Et sans vous toutes et tout ce qui est là, l'événement n'est pas là. Donc c'est votre présence qui donne la valeur à cet événement aujourd'hui. Je reviens sur Dominus, pardon, on a dit Dominique. Ok, Dominus, pourtant je sais bien que c'est Dominus, mais voilà. Voilà, je te remercie pour la confiance que tu m'as accordée, voilà, pour le travail que nous avons fait, parce que nous savons que c'est une collaboration, c'est jamais un travail d'une personne, ça c'est très important de savoir. Ça veut dire ce qu'il m'a donné, et qui m'a séduit, qui m'a amené à plonger dans cette histoire, c'est le travail de nos parents, les grands-mères qui nous ont raconté les histoires, qui font que quand je lisais son histoire, moi,
je me sentais happé par l'histoire parce que il y avait une sensibilité en moi, parce que justement nos aînés ils ont fait leur part du travail en nous racontant les halélés qui nous ont permis de partager tous ensemble cette sensation commune. Voilà, c'est très important. Si nous étions découpés dans une rupture, que nous étions découpés de notre culture, jamais je n'aurais ressenti ce que j'ai ressenti à travers ce livre qui m'a donné envie de me dire et conclure que ce genre de travail doit être mis en avant et valorisé et qu'on ne peut pas le laisser trop attendre. Parce qu'à trop attendre, on risque peut-être de partir ou d'oublier ou de faire autre chose et laisser des trésors comme ça dans la nature ou que d'autres peut-être qui essaient de le faire le fassent peut-être moins bien que nous parce que nous la maîtrisons parce que c'est la nôtre. C'est très important ce que disait notre ami tout à l'heure. Je m'appelle donc, je reviens Fumo Silahi. Alors, de ceux qui sont de Chikoni ici me connaîtront parce que je suis le neveu de Dadmoussi Marem, qui habitait juste en face. Donc, c'est ma tante Dadmoussi, c'est Hidaya Silahi. Alors, par la suite, alors, pourquoi Hirisia Maore? Hirisia Maore, nous avons pensé l'idée que la notion de Hirisi, c'est une notion de protection, c'est une notion de défense, c'est une notion de mise en valeur et de respect aussi de nos tabous, de nos mythes, de nos légendes, aussi ce qui nous protège contre ce qu'on appelle la culturation. Couper de sa culture et adopter parfois des choses qui nous sont étrangères, que l'on prenne comme référence en oubliant les nôtres. Ce qui fait que le jour où on nous pose la question, alors vous, c'est quoi vos écrivains Mayotte, c'est quoi votre littérature mahoraise, ben on bégaye. Si on est acculturé, on bégaye ou on donne des réponses qui ne sont pas les réponses adéquates ou qui ne correspondent pas à la réalité, ce qui fait qu'on se retrouve tout de suite rabaissé devant les autres qui maîtrisent leur culture et qui maîtrisent les connaissances issues de leurs ancêtres. Voilà. C'est pour ça qu'on a appelé la maison d'édition Hirisia Maore pour sauvegarder notre patrimoine. Alors, pour revenir au livre de Do Milis Alitoibou, alors, il y a une chose que je dois préciser en parallèle, c'est que je considère que tous les livres qui sortent à Mayotte et qui parlent des mythes et légendes que nos grands-pères, nos grands-mères, nos mères, nos pères, nos cousins, nos tontons nous ont racontés, aujourd'hui nous faisons ce qu'on appelle la renaissance d'une oraliture mahoraise bimillénaire. Yani Maorea Tuine, notre Mayotte, elle a été habitée depuis plus de 2000 ans. C'est-à-dire ce sont 2000 ans d'histoire. Ce sont 2000 ans de culture et de partage, d'échange de culture et de civilisation ici. Disons, toute l'humanité, je pense, si on compte bien, ce sont les grandes cultures qu'on appelle à peu près les grandes cultures, même s'il n'y a pas de culture petite, effectivement. Ils ont marché sur cette terre. Si on parle de l'Afrique, si on parle du Moyen-Orient, si on parle de l'Asie à travers l'Austronésie, de Madagascar, ce sont tous des grandes cultures qui ont marché sur le sol de Mayotte. Et c'est cet enrichissement qui fait de nous ce que nous sommes. C'est aujourd'hui que nous pourrons parler de génie, de djinn, de notion de ziara, de notion sur le Coran, la littérature fantastique. Tout ce sont choses-là que nous a racontées à travers le temps pour arriver jusqu'à la science. Donc c'est un mélange. C'est un mélange de toutes ces choses. Donc nous ne pouvons pas prendre à partie une chose et laisser de côté l'autre, parce qu'on a un problème avec la mélange de ces cultures-là, ou qu'on est bloqué, ou on est dogmatique sur un sujet qu'on n'ose pas aborder un autre parce qu'on considère c'est l'ensemble qui fait de nous les Maoris. C'est ça. Moi je suis là, je viens de Sada, je suis né là-bas, j'ai grandi en partie à Chikoni, j'ai appris à parler un petit peu malgache. Lui, il est là, il est à Chikoni, il parle Chibushi, il parle au malgache. Pourtant, on arrive à communiquer dans notre travail, ça. Voilà. Par la suite, je dirais aussi, alors, ce qu'on appelle la littérature fantastique, parce que j'ai tenu à prendre le temps de définir plus ou moins pour que tous nos camarades puissent suivre à peu près ce que ça nous dit. Alors ça, c'est, disons qu'il y a des personnages vivant dans un monde réel. À un moment donné, il y a une rupture. Il y a une rupture qui fait que ça fait intervenir le surnaturel. Et le personnage dans le livre lui-même, des fois, il ne sait même plus s'il est dans le rêve ou la réalité. Donc, à un moment donné, il se passe un événement surnaturel qui fait que lui-même, il est déclenché dans sa conscience. Il peut vivre, à un moment donné, à la fin, on se rend compte, en fait, j'étais en train de rêver. Entre le réel et le naturel, en tout cas l'artificiel, le fantastique ou le réel naturel.
Donc c'est très important de noter cette partie-là parce que ça marque notre vie en tant que personnage ou personne, même dans la vie réelle, effectivement. Il a été chamboulé par des apparitions parfois soudaines de phénomènes que nous ne maîtrisons pas. Donc il y a des gens qui peuvent essayer de traduire, je donne un exemple typique. Nous sommes à l'école, c'est l'exemple, par exemple, on trouve dans le livre de Fanzava de Nadia, c'est le même genre que de Mémis, effectivement, et qu'on trouve aussi dans le livre de Mémis. À un moment donné, les gens sont là. Et il y a un comportement bizarre. Les gens disent ah, il y a un djinn. On dit que voilà, il y a un esprit qui l'a pris à partir, il est possédé par un esprit. Il y a d'autres qui vont dire non, c'est une crise d'épilepsie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça dépend de la culture de chacun, il interprète les événements. Du coup, ce qui fait que chez nous, quand ça apparaît comme ça, on fait intervenir d'autres mécanismes de guérison, par exemple. Ça, c'est un événement. Des choses qui sont passées réellement en petit air, il y a ceux qui en parlent, voilà, comme ça. Mais nous, on prend ces éléments-là pour les transcrire dans nos histoires à nous. L'histoire de Bilambou, qui est racontée dans ce livre-là, qui s'inspire effectivement des mouvements de population réels ici à Chikomi, et mélangé avec le surnaturel qui nous a donné ce travail magnifique. Il y a aussi, c'est un élément important aussi, ça peut arriver aussi dans la littérature fantastique mahoraise, ce qu'on appelle le Fatidja, c'est un mot malgache qui a été, et ça a fait appeler notre histoire effectivement, entre le sultan Mawanamaji, à l'époque, avant l'arrivée des Français ici, il avait fait ce qu'on appelle le Fatidja. C'est une alliance avec André Nantsuli. En épousant la sœur d'André Nantsuli Mazena, la cousine, pardon, de Nantsuli Mazena, ils ont fait un lien de sang. Là, ils se sont occupés de sang, ils ont mis ensemble leurs bras pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, nos sangs sont mêlés. Donc c'est là l'alliance entre Madagascar et Mayotte qui a donné un peu l'héritage que nous avons aujourd'hui ici. C'est très important de le noter. Donc le Fatidja, on retrouve aussi à travers la littérature fantastique quand ça fait appel à l'union ou à des pactes signés entre les mondes des esprits, les génies, les djinns, et celui des humains. Donc à un moment donné, soit il y a une promenade entre le monde des humains et le monde des esprits que le personnage vit, soit en voyageant ou en migrant sur un autre lieu, ou ça en étant transporté par un voyage mental, psychologique ou spirituel dans un univers différent, qui peut nous amener. Ça, c'est une facette de la littérature fantastique chez nous. Il y a aussi ce qu'on appelle le rapport sacré aux morts et de leur influence sur nous, les vivants. Ça aussi, c'est notre aspect de la littérature fantastique qui est vécu à travers l'hérédité. Un exemple typique qui nous permet à nos jeunes et à nous tous de comprendre encore une fois plus cette littérature. Ça veut dire que moi, je peux réagir en tant que moi personne. Sauf que, étant héritier d'une culture ancestrale très lointaine et très ancienne, je peux d'un coup me comporter, parce que j'ai eu l'acquisition et l'initiation de cette culture, je peux me comporter comme un arrière-grand-père à moi, qui a vécu il y a 300-400 ans. Pourquoi est-ce possible? Parce que ce sont les gènes qui parlent, ce sont cette culture qui parle à travers moi. Et moi, si je réagis comme ça, par la connaissance, parce que j'ai été initié, ça veut dire j'ai eu des maîtres qui m'ont expliqué comment ça s'est passé il y a 300-400 ans, comment on vivait ici, je peux d'un coup comme ça aller m'habiller comme les gens vivaient, ou me comporter, ou même parler une langue que d'autres ne comprennent pas, parce qu'une langue qui était parlée à Mayotte il y a 300-400 ans par exemple. Ça, ce sont des informations, une partie qui peut être mise sur écrit dans la lecture fantastique. Donc, je peux être là, parler avec vous, dire des expressions un peu peut-être bizarres, et là vous dites, mais qu'est-ce qui arrive lui? Mais ça va, il n'est pas avec nous, il y a quelque chose. D'autres vont dire, là, il a été possédé par un esprit, En réalité, c'est juste la question du lien qu'on appelle l'hérédité. Ça veut dire que quand on connaît bien son histoire, ça veut dire qu'on peut être là aujourd'hui, mais pouvoir imaginer ce qui a été fait il y a 200, 300 ans. Parce qu'on dit que l'enfant, il a toujours l'intuition de son histoire. Ça, c'est très important. Donc, les gens qui arrivent à écrire ça, ils peuvent intervenir des gens qui ont vécu il y a 200, 300 ans. Donc ça, c'est un élément intéressant aussi pour la littérature. Vous contrôlez le niveau du temps, parce que c'est important. Et c'est quand même intéressant de parler un petit peu de tous ces éléments-là. Donc ce que j'admire dans ce livre-là, de l'étrange et le monde des esprits de Bilambou, lui, quand il m'a présenté l'œuvre, il appelait l'étrange. Et quand je l'ai lu, pour moi, c'était l'étrange, mais il y avait une valeur ajoutée au fait, à cet étrange-là. Parce que comme discuter, en fait, il a façon d'être. C'est un monsieur très admirable, mais il a une facette de la modestie. Il est très modeste aussi.
Donc, il faut parfois le chatouiller, comme disaient nos aînés, le chatouiller aussi. Voilà. Et quand vous chatouillez, alors là, il va exploser en qualité supérieure que des fois on ne connaissait pas forcément. Voilà, c'est très important de dire ça. Donc, on a dit. En tout cas, merci. Et voilà, je lui ai proposé donc qu'on avance sur le titre, dire l'étrange et les esprits de bilan, parce qu'on est vraiment plein au milieu de bilan dans l'histoire, on tourne, on voit ce qui se passe, le mouvement. Donc, quand je lui ai dit ça, voilà, tout de suite, il a été d'accord parce qu'il a compris que je ressentais ce qu'il ressentait en lisant le livre. C'est très important de noter ça. Passé de Chiconi, voilà, c'est quelque chose d'important et lui, il va nous en parler davantage. Mais la question, c'est surtout cette facette-là qu'il fallait mettre en avant et montrer aussi, pour moi, il a réussi vraiment à mettre à mal ma faculté de raisonnement. C'est-à-dire, en lisant le livre, à un moment donné, je le lisais parfois en pleine nuit, dans les corrections, dans les rélectures. Des fois, je le trouvais comme ça. Pourquoi? Parce que j'avais des frissons par la lecture du livre même. Quand on te parle d'un djinn ou un esprit où il se passe des choses, il y a une voix, vous marchez comme ça et vous entendez une voix qui dit « Oh ». Vous marchez à côté du cimetière, vous entendez « Oh ». Vous faites quoi à ce moment-là? Il y a des frissons, voilà, ils arrivent et là, vous courez. C'est tout ce que vous pouvez faire. Donc il y a un passage en particulier qui est intéressant à noter, c'est que nos parents nous enseignaient... Le travail, il est mâché. Il est mâché, il y a des descriptions, on voyage, on reconnaît les endroits et c'est impressionnant. Je tenais à te féliciter pour ça. Quelque chose aussi qui m'a marqué dans la lecture de l'être ange, cet ange-là, l'esprit de Bilambo, nous autres qui sommes du vieux village, de la vieille ville, on ne savait pas qu'il se passait autant de choses dans ces quartiers de là-bas, lointaines, où il y a pas que des sauvages, mais voilà. Donc redécouvrir avec ces lectures-là, c'était agréable et ça fait rire, on rigole, on a tous déjà glisser sur nos bidons jusqu'à nous déchirer les fesses dans les pourrines. Donc il y a tout ça. Lorsqu'on va à la mer, qu'on se fait taper parce que les copains, on voulait se cacher, non, ils prennent nos vêtements. Donc les parents savent qu'on a été à la mer. Donc voilà. J'en dis pas plus. Mais en tout cas, ça vaut le coup et surtout à cette jeunesse-là, redécouvrir les choses et se rappeler qu'on a une belle littérature, on a beaucoup de richesses et c'est à nous de nous faire violence parfois. Il faut quelques personnes qui se sacrifient, qui sacrifient leur temps, leur énergie, leur vie professionnelle et familiale pour mener à bien ce projet-là. Donc je tiens surtout à remercier Silal pour ça. Parce que sans toi, on ne pourrait pas avoir ce genre de choses. Et j'espère que tu auras beaucoup de concurrents. J'espère qu'il y en aura beaucoup parce que c'est nécessaire. Merci, j'arrêterai là. Le livre, la couverture, j'espère que vous avez déjà deviné cet être ange avec son kishali et voilà. C'est cet être ange qui est là devant, qui s'est métamorphosé pour être l'épouse. Donc je vous laisse aller découvrir la suite. Merci. Passez un bon moment avec nous, avec moi, à la bibliothèque. Merci Monsieur le maire pour votre présentation. Merci de nous avoir accueillis sur ce local. Merci à la directrice de la bibliothèque. Merci à Fumo, mon éditeur, qui a fait du bon travail. J'avoue, moi-même, j'étais étonné. Et bon, merci bonjour à Théo, le président de Sankara. Merci. Maraba, merci. Merci, Badou.
katunzamo kondika palmarès katonizimiza izimambo kazao ndufo mapezamba et trop mal m'exister c'est ça la vie en fait. Donc merci à tous qui sont là. Merci. Je pense que si je reste très longtemps debout, je vais m'évanouir. C'est vrai que ça c'est. Là, je tremble de toutes parts. Merci pour me permettre de m'asseoir. Bon, c'est bon. Tout le monde est attentif. J'ai commencé à écrire depuis, si je me rappelle bien, mes 18 ans, en 2003. C'est un ami qui m'a invité, disons, inconsciemment. Il m'a donné une lettre d'amour parce qu'à l'époque, dans les années 2000, pour draguer une femme, on écrivait des lettres et on va donner à la personne la bien-aimée. Donc à partir de là, il m'a fait voir sa lettre. J'étais impressionné. J'ai pris le texte, je l'ai lu. Je devais lui rendre des comptes, enfin, lui dire ce que j'en pense. Et moi, je suis parti, je ne suis jamais revenu avec la lettre. À partir de là, j'ai commencé à écrire et d'autres personnes m'ont donné des lettres parce que la dictée, je pense que j'ai un point fort là-dessus. J'ai voyé des textes vraiment intéressants. Quoi. Donc, j'ai fait ça, j'ai écrit des lettres. Peut-être à l'époque j'étais amoureux aussi, peut-être, je ne sais pas. Ouais, j'ai commencé à écrire. Après, La Fontaine, les fables de La Fontaine, j'ai beaucoup puisé dedans. Les fables comme le cigale, la fourmi. Et donc, j'ai pris connaissance qu'il y a un temps, j'entendais des gens raconter des histoires comme le chat et la souris, le coq et le capri, le taxi, le mouton, le capri et la voiture, enfin le taxi. Et à partir de là, je me suis dit, bon, je vais essayer de faire quelque chose. Et j'ai commencé à faire des fables, des fables à la mauvaise. Et puis, en même temps, je lisais beaucoup. J'étais à l'IFM, je pense. J'ai commencé à lire de Emmanuel Dongala, un écrivain africain. Et c'était Johnny McDog. En français, c'est Johnny Chien Méchant. Voilà, c'était ça. Je pense que c'est mon premier livre que j'ai lu vraiment. Et à partir de là, ça m'a inspiré. Je me suis dit, bon, allez, on y va. Ça m'a inspiré, en tout cas, Mélange démoniaque, premier du nom. Et en 4 ans, j'ai fini l'ouvrage qui a suivi d'autres, qui est Mélange démoniaque, légende, qui s'inspire des légendes maoraises entendues justement par nos grands-pères, nos grands-mères, nos cousins, nos cousines, à gauche à droite. Quoi. Et à partir de là, c'est continué, c'est confirmé. Et en 2011, j'ai sorti mon premier recueil de poèmes. Et c'est 10 ans après mes débuts. C'est là que j'ai commencé à publier, en demandant aux gens leurs avis d'abord, parce que c'est très important l'avis des autres avant de se lancer. À partir de là, je me suis lancé. Et en venant sur l'étrange, l'histoire en elle-même, elle se déroule à Chiboni, des quartiers, notamment à Moussimou, et le cœur, je pense que c'est Guilambou. Je me rappelle, c'est des vagues souvenirs d'une époque passée.
on habitait à Moussimon là. Et on a été déplacé pour construire la route à Gonvala. On a voulu changer de quartier et on était monté en haut. Et l'histoire là, le point de départ c'est Moussimon. Et soir, le jeune Darkaoui demandait à sa mère, où est mon père? Mon père est là. Où est mon père? Et la mère lui envoie chez le tonton qui a du l'amour justement. Et il est parti de là. Le père lui dit, lui en garde, attention, il se peut que quand tu réveilles le passé, ça va remuer des choses. Et les choses à partir de là se sont changées. À Bilamou, il y avait des choses qui sont remontées. Des personnes disparaissent sans qu'on sache où ils sont passés. Il y a des choses invisibles qui se déroulent dans le quartier. Et puis, tout se passe dans les années 90, du moins la première partie du livre, dans les années 90, où on découvre le beau quartier de Chikouni, Bilambo nouvellement construit. Et la deuxième partie, on est les années 2000. Ce sera tout pour la revue de cette semaine et on vous dit à bientôt sur votre chaîne Chikouni FM.